Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie évacue ses troupes de la Somalie. Une décision qui ne serait pas liée à l'état d'urgence en vigueur dans le pays, assure l'Éthiopie qui évoque plutôt des contraintes financières. En Côte d'Ivoire, le rapport tant attendu de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été publié le 25 octobre. Ce document concentre les dépositions des 3 crises survenues en Côte d'Ivoire au cours de ces 25 dernières années. Lagos abrite depuis vendredi le forum de la fondation Tony Elumelu. Il s'agit du plus grand rassemblement pour les entrepreneurs africains. De nombreux investisseurs sont également présents. Mais tout d'abord, ce limogeage ce vendredi au Sénégal de Fatou Tambédou, ministre délégué auprès du ministre du Renouveau urbain. La décision a été prise par le président Macky Sall après des déclarations de la ministre jugée déplacée à l'encontre de son ministre de tutelle Diéné Farbassar. Un successeur a d'ores et déjà été nommé. Il s'agit de Gorgui Ndong, expert en ressources humaines. L'Éthiopie retire ses troupes de la Somalie en raison de difficultés financières, selon les autorités éthiopiennes. Ce retrait concerne environ 2000 soldats et les positions laissées par ces troupes ont été immédiatement reprises par les terroristes d'Al-Shabaab. Une situation qui inquiète le gouvernement somalien. Birama Saunera. Le retrait des troupes éthiopiennes en Somalie continue d'alimenter les discussions. Des milliers de soldats se sont retirés de 4 de ces positions en quelques semaines. Cette opération est justifiée selon le gouvernement éthiopien par des contraintes financières. Les troupes retirées ne font pas partie de l'AMISOM, la force de l'Union africaine. Elles sont un soutien direct de l'Éthiopie à la Somalie. C'est nous qui payons toutes les dépenses pour ces troupes. La communauté internationale et tous ceux qui sont censés aider l'armée somalienne doivent prendre le relais. Nous ne pouvons pas rester là indéfiniment. Le retrait des soldats éthiopiens en Somalie a permis aux islamistes d'Al-Shabaab de se glisser dans la faille. Le groupe lié à Al-Qaïda a repris plusieurs villes abandonnées par les forces éthiopiennes. Des représailles contre des civils sont également notées. Une situation qui préoccupe la Somalie et la communauté internationale. Ce qui est le plus inquiétant dans cette affaire, c'est la reprise de certaines villes par les Shebabs, par les islamistes. Parce qu'on le sait, si on n'arrive pas à maîtriser la situation sécuritaire au Soudan, il est clair que tous les pays environnants, comme le Kenya ou même l'Éthiopie elle-même, peuvent se retrouver dans une crise sans précédent. Donc, les conséquences immédiates de ce retrait-là, c'est d'abord la perte de certaines villes par les Éthiopiens. Et l'autre conséquence si l'Union africaine ne prenne pas les mesures qui s'imposent, peuvent dégénérer et embraser toute la région. En Éthiopie, l'état d'urgence a été décrété le 9 octobre 2016 et doit durer 6 mois. Cependant, le gouvernement précise que ces retraits n'avaient aucun lien avec cette décision. À noter que l'Éthiopie dispose d'un contingent de 4400 hommes opérant au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. La Côte d'Ivoire va-t-elle changer de constitution? Les Ivoiriens sont invités à se prononcer par référendum ce dimanche. Le nouveau texte propose notamment la création d'une vice-présidence ainsi que d'un Sénat. L'opposition, quant à elle, dénonce une absence de concertation dans la conception de ce texte. Un nouvel appel au boycott de ce référendum a été lancé ce vendredi. L'objectif de ce texte consiste également, selon le gouvernement ivoirien, à tourner la page aux crises de succession des 2 décennies. Et sur ce point, les conclusions du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation viennent d'être rendues publiques. Les précisions d'Idlet Merabel Bissou. 72 483, c'est le nombre de personnes à avoir fait des dépositions sur les violations perpétrées lors des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. L'information vient du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation rendu public le 25 octobre 2016. Ces dépositions ont été recensées sur 3 grandes plages temporelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La première période va de 1990 à 1999. La deuxième étape s'étend de 2000 à 2004. La troisième et dernière étape va de 2005 à 2011. On sort d'une période de crise où les Ivoiriens sont partagés en 2 camps.
les victimes, il y aura de chaque côté. Donc le premier but d'abord, c'est l'indemnisation des victimes. Donc il y aura toujours un côté mitigé. Ça veut dire de l'autre côté les pro-Gbagbo qui se disent n'ont pas été pris en compte, et puis de l'autre côté les pro-Ouattara du camp présidentiel qui se disent bon, peut-être qu'on a eu gain de cause. Sur les 72 483 dépositions, seules 372 se réfèrent à la tranche temporelle qui va de 1990 à 1999, soit 0,51%. Les victimes de référents aux années 2000, 2002 et 2004 sont au nombre de 26 581, soit 36,67%. 39 683 personnes représentant 54,75% ont témoigné sur la dernière plage temporelle qui va de 2005 à 2011. Aujourd'hui, c'est du porte-à-porte que les gens font. Quand on essaie d'approcher les gens pour que tous ceux qui ont fui le pays, qui sont réfugiés, par exemple au Ghana, au Libéria, puissent regagner la Côte d'Ivoire et la Commission essaie de mener deux actions sur terrain, essaie d'approcher certaines populations sinistrées, puisque la guerre a frappé partout dans le pays, donc essayer de réconforter les gens. Selon le rapport, les violations établies en première position révèlent les atteintes aux droits économiques et patrimoniaux. Ces dernières sont évoquées dans 880 auditions sur 1141 auditions. En deuxième lieu, viennent les atteintes au droit international humanitaire évoquées 130 fois. Les atteintes et l'intégrité physique et corporelle et à la vie occupent la troisième position avec 105 auditions. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation créée en 2011 a pour mission d'œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Un statut de chef de l'opposition a été entériné ce vendredi par le gouvernement en République du Congo. C'est le leader du parti ayant obtenu le plus grand nombre d'élus à l'Assemblée nationale derrière le parti ou le groupement de la majorité qui assumera cette fonction pour être validée. Cette disposition qui divise déjà la classe politique doit être soumise à l'Assemblée nationale. La deuxième édition du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat se poursuit ce samedi à Lagos, au Nigeria. Plus de 1000 entrepreneurs ont été sélectionnés pour cette rencontre qui rassemble des investisseurs et des décideurs du monde entier. Franck Noudofina. Ils sont près de 1000 entrepreneurs de 54 pays africains présents à la deuxième édition du forum de la Fondation Tony Elumelu. Ils viennent de tous les secteurs d'activité et tous ont le même objectif, faire fleurir leur projet d'entreprise. Le TIF Entrepreneurship Programme est à sa deuxième édition et cette année, les idées d'entreprise vont du plus lucratif au plus innovant. Moi, je me suis engagé dans une sorte de programme d'économie collaborative à travers le micro-jardinage. Mon objectif, c'est de transformer, c'est-à-dire les terrasses de Dakar, en jardin bio. En quoi faisant? En mettant les gens en symbiose, c'est-à-dire dans des groupes. C'est-à-dire que je viens par exemple dans un quartier, je forme un groupe de 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes-là, chacun d'eux va produire une variété de légumes spécifiques. C'est-à-dire qu'on transforme toute la terrasse en jardin bio. I'm here to show our Africans that je suis ici pour montrer à tous les Africains que l'agriculture telle que nous la pratiquons aujourd'hui a besoin d'être améliorée. Moi, par exemple, je propose une nouvelle manière de planter le manioc pour améliorer les rendements. Et avec cette technique, vous êtes sûr de récolter plus sans surexploiter les sols. 1000 idées de projets d'entreprise à financer, mais au départ, ils étaient encore 45 000. Le forum de la Fondation Tony Elumelu, en dehors du financement, met aussi l'accent sur la formation et l'encadrement pour l'aboutissement des différents projets proposés par les jeunes entrepreneurs. L'Afrique a besoin de développer l'entrepreneuriat. Nous devons encourager nos jeunes car ce ne sont pas les idées qui manquent, mais le soutien. Ce soutien n'est pas seulement financier. Ici, nous proposons aux jeunes un monitoring, un business plan. C'est de ça que nous avons besoin. 100 millions de dollars, c'est ce que la Fondation Tony Elumelu compte investir dans l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. De 2015 à 2016, les meilleurs projets financés étaient dans les domaines de l'agriculture, des nouvelles technologies et du tourisme. 64% de ces projets sont portés par des hommes et 36% par des femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.